Quand on pense au combat à la fin du Moyen-Âge, on imagine souvent des chevaliers qui s'escriment violemment avec des armures très lourdes. C'est une vision partiellement fausse, véhiculée par les différentes œuvres fantastiques, comme les romans, les films et les jeux vidéo. L'objectif de ma thèse est de comprendre pourquoi et comment les gens de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance se battaient, et s'il est possible aujourd'hui, oui ou non, de restituer ces gestes et ces combats. Le combat en armure demande un équipement qui est réservé seulement à une certaine partie de la population, en l'occurrence les chevaliers. Les autres, qui sont eux-mêmes passionnés d'escrime, comme les bourgeois, combattent le plus souvent sans harnois, c'est-à-dire sans armure, en vêtements du quotidien, pour des activités telles que l'escrime ou la lutte. Dès lors, en absence de protection pour la tête ou le corps, la première question est de savoir à quel point une arme est-elle véritablement dangereuse, voire même mortelle. Grâce à l'étude des documents judiciaires et principalement les lettres de rémission, où le coupable d'un homicide explique le déroulement du crime afin de demander pardon à la justice. On y mentionne les armes utilisées, les parties du corps atteintes, les blessures occasionnées et le temps que met la victime à mourir. Parfois, un individu blessé a le temps de frapper à son tour avant d'être mis définitivement hors de combat. Le dit Prévenot s'approcha hastivement du dit Filippo et le frappa d'un cousteau un grand coup au ventre, tellement qu'il lui fit une grande plaie. Après lequel coup, le dit Filippo, qui crut être mort, comme tout désespéré, tira son coustel de sa gaine et en frappa un coup seulement, le dit Prévenot en la poitrine. Duquel coup, mort s'en eut assez tôt après. À travers plusieurs centaines de lettres de rémission, on se rend compte qu'un individu blessé qui décède immédiatement ou quelques minutes après avoir été atteint par une arme représente moins d'un cas sur deux. Cela est dû au fait que pour tuer quelqu'un avec une arme blanche, il ne suffit pas seulement de le toucher ou bien de l'érafler. L'escrime, le duel à l'épée, est de fait en rien comparable à une rixe de paysan au couteau. C'est une pratique académique où l'arme est utilisée afin de transpercer avec la pointe les stocks, frapper avec la lame, la taille, et scier avec le taille-lame, l'entaille. Pour comprendre les paramètres d'un vrai combat, il ne suffit pas de revêtir des protections contemporaines comme des masques d'escrime, des vestes rembourrées et d'utiliser des fausses armes afin de vaincre son adversaire. Dans ce cas, il s'agira avant tout d'un sport d'opposition moderne avec un contexte, des enjeux, des risques très différents. Pour connaître les techniques qui étaient théoriquement utilisables à la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, on étudie depuis des années des traités et des manuscrits écrits par des maîtres d'armes et des passionnés d'escrime de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Ces ouvrages des 15e, 16e et 17e siècles présentent une multitude de techniques avec un riche panel d'armes telles que des épées, des haches, des lances et des boucliers. Cependant, si aujourd'hui on utilise des protections pour des raisons évidentes de sécurité, les règlements de l'époque indiquent que la pratique se faisait avec le visage découvert, avec seulement le port d'un bonnet ou d'un chapeau et d'une paire de gants.
En tant qu'activité ludique et sportive, il n'est pas envisageable de penser que leur but était de réellement blesser leur partenaire. On se rend compte également que sans un entraînement spécifique et l'usage d'un code ou d'un langage commun, il est très difficile de comprendre le jeu de son adversaire et de ce fait d'exécuter une technique. C'est un peu comme la musique ou une langue étrangère, il est impossible de communiquer harmonieusement avec son partenaire sans ce code commun. À la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, la manière de combattre a autant d'importance que le résultat. Il faut interagir avec l'adversaire, mais aussi être compris par l'arbitre et le public, souvent très présent. Un maître d'armes italien, Antonio Manciolino, écrit en 1531 : les joueurs qui font beaucoup de coups sans mesure et sans temps, bien qu'ils puissent atteindre l'ennemi avec ceux-ci, sont disgracieux et sont plus les enfants de la chance que de l'art. Et ceux que l'on nomme joueurs sérieux et déterminés sont ceux qui cherchent à frapper leur adversaire avec le temps et avec la grâce. Définir la manière de porter des coups, interdire ou privilégier certaines cibles sont des éléments nécessaires aujourd'hui afin de recréer des affrontements intéressants où les techniques, les tactiques, comme les positions, sont celles observées dans les sources. Par exemple, il peut être interdit de frapper les mains et obligatoire d'armer les coups, c'est-à-dire de les donner avec une certaine amplitude, en les accompagnant avec le corps et les jambes, comme on devrait le faire avec une vraie arme tranchante. C'est la théorie des conventions. À partir de tous ces éléments, une question soulevée était de comprendre comment les escrimeurs et autres joueurs d'épée pratiquaient réellement leur art. Il est évident qu'ils respectaient eux aussi des conventions, comme celle de ne pas blesser l'autre et d'utiliser une gestuelle à la fois adaptée à une pratique ludique, mais également similaire à celle de l'utilisation d'une vraie arme tranchante. Une fois l'adversaire touché, celui-ci pouvait riposter comme il pourrait le faire malgré une blessure. Il faut donc se protéger de cette riposte à l'aide d'une retraite. C'est la convention des joueurs d'épée. Allez. Ainsi, mon travail de thèse montre entre autres qu'il est assez difficile de tuer quelqu'un sans utiliser une gestuelle spécifique et qu'un individu blessé et armé est toujours dangereux. Cette gestuelle est toujours conservée, même dans les milieux ludiques, sportifs, avec des armes factices. Le geste est avec la tactique, ce qui est au centre du combat historique. Ce travail, doublé de la redécouverte des gestes du passé via la pratique, ce qu'on appelle l'archéologie du geste ou l'expérimentation gestuelle, nous permet de comprendre l'utilisation des armes réelles ou non. Bien plus qu'un simple jeu de touche, les escrimes des 15e, 16e et 17e siècles sont un entraînement au vrai combat. Pas forcément un combat à mort, mais un combat où il s'agit de montrer son habileté à manier les armes avec grâce, en prenant des risques, en créant le jeu et le spectacle, par l'utilisation des styles et de techniques différents. C'est cet esprit que nous partageons et enseignons au sein des différents groupes spécialisés dans la recherche en combat historique, comme l'association RECT, un mélange de passion pour la recherche et le sport, le jeu et l'histoire.